Bonjour à tous, bienvenue sur ce live meeting, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, si vous pouvez bien confirmer que vous voyez, que vous nous voyez et que vous m'entendez. Voilà, vous pouvez confirmer ça dans l'onglet chat en bas à droite. Super, bonsoir Isabelle. Bah, dans ce cas-là, on va pouvoir commencer. Alors bah, écoutez, enchanté, moi c'est Xavier Wu, du coup je suis conseiller en investissement et chargé de campagne au sein de Lita.co et je suis notamment chargé de la campagne de usage. Alors pour ceux qui connaissent pas encore Lita, en fait on est une plateforme d'investissement solidaire. On permet aux citoyens d'investir en dette ou en capital dans des entreprises qui ont été sélectionnées non seulement sur des critères de performance économique et financière, mais aussi sur des critères d'impact social, sociétal ou environnemental. Donc concrètement, on touche à des thématiques qui peuvent être vraiment variées. Ça va par exemple de l'alimentation aux énergies renouvelables, en passant par l'économie circulaire. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on travaille avec Usage aujourd'hui. Donc voilà. Alors pour notre événement aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Emmanuel et François qui sont cofondateurs de Usage. Donc dans un premier temps, ils vont vous présenter la startup, le projet et puis l'impact de l'entreprise. Et dans un second temps, on va avoir une partie questions-réponses où vous allez en fait poser vos questions. Et pour ce faire, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite. Et ensuite, on pourra aborder toutes vos questions. Vous pourrez même directement monter sur scène pour poser vos questions aux entrepreneurs. Donc voilà, on prend toutes les questions sur l'impact de l'entreprise, sur la levée de fonds, sur le projet, sur la vision. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Ouais, bonjour à tous, donc Emmanuel Auberger et François Satin. Voilà, on est très heureux d'être là au déjeuner avec vous. On va donc vous présenter Usage, une entreprise dont on a fêté hier les 3 ans tous ensemble et qui aujourd'hui émet des obligations avec la plateforme Lita. Voilà, c'est François qui commence. Tout à fait. Donc, Usage est une entreprise de l'économie sociale et solidaire dans un domaine que l'on utilise au quotidien, l'alimentation. Donc, on est présent effectivement sur ce secteur pour apporter une solution qui concerne le réemploi en fait des contenants alimentaires. Aujourd'hui, il y a aussi bien des consommateurs que des éléments au niveau législatif qui poussent à passer en fait de la solution d'une économie qui est une économie linéaire à une économie circulaire. Et donc, Usage apporte en fait des solutions pour permettre ce réemploi et donc par conséquent s'inscrire dans une réduction de déchets, une économie de ressources, parfois même aussi sur des sujets liés à la santé, notamment dans la non-utilisation des contenants plastiques pour éviter les perturbateurs endocriniens. Et puis Usage a choisi d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire et de mettre en œuvre notamment la création d'emplois dans ces centres de lavage avec des personnes qui sont issues de l'insertion. Et comme vous le voyez, Usage est aussi une entreprise qui est certifiée Bicorp. Usage a deux activités, une activité de lavage avec donc des centres industriels qui sont situés en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur aujourd'hui et apporte donc à un certain nombre de clients que je vais vous présenter juste après ces solutions pour être en capacité de mettre en œuvre concrètement le réemploi. Et comme on est sur un domaine qui est relativement neuf, il y a aussi une nécessité d'apporter des conseils, de la recommandation à un certain nombre d'acteurs pour qu'ils soient en capacité de sortir de l'économie linéaire que j'évoquais tout à l'heure à passer à la circulaire. Et donc là, vous avez un certain nombre de thématiques sur lesquelles on intervient auprès de nos clients pour les aider à passer concrètement au réemploi. Le principe de cette économie circulaire, eh bien, c'est d'abord celle en fait de consommateurs qui vont consommer non plus dans des contenants à vocation jetable, mais dans des contenants durables. Ces contenants, ils vont avoir une circularité puisqu'ils vont être posés à un endroit, ils sont sales, il faut les collecter, les laver et évidemment les contrôler puisque le maître mot chez Usage, c'est la sécurité sanitaire pour être en capacité de les remettre à disposition en fonction des activités sur lesquelles on est présent sur nos trois secteurs. Alors, justement, donc le premier sujet, c'est de la restauration, qu'elle soit collective ou commerciale. On intervient auprès de différents types d'acteurs, soit sur déjà des situations de lavage, c'est le cas notamment sur la restauration collective pour différents types d'acteurs qui font laver des grands bacs, des bacs qu'on appelle en inox, de grand format, notamment pour la restauration scolaire. Et puis dans le domaine de la restauration commerciale, là on est dans des choses qui sont plus petites, qui sont à usage plutôt pour un individu, des monoportions. Et donc là on va toucher des acteurs de la restauration, des traiteurs, des gens du food delivery, qui ont compris la pertinence de sortir de l'économie qui était celle du déchet pour aller dans une économie circulaire avec le réemploi. Donc ça, c'est dans le domaine de la restauration. Et puis ensuite, on a deux autres secteurs qui travaillent très souvent ensemble, qui sont donc les industriels qui produisent des produits alimentaires
et ils travaillent avec les distributeurs qui les mettent à disposition, en l'occurrence de leur clientèle particulière par l'intermédiaire de ces distributeurs. Et parfois même, ces industriels aussi ont besoin de faire en sorte de passer au réemploi pour eux aussi respecter des dispositifs législatifs. Et donc, on accompagne ces acteurs pour sortir de cette économie linéaire vers cette économie circulaire. Voilà, pour reprendre le relais de François, c'est inscrit une trajectoire de développement. Vous voyez en bas, puisque François l'a évoqué, on est porté aussi d'abord par une attente des consommateurs de sortir de notre société du jetable, mais aussi par tout un tas de dispositifs législatifs, et notamment ceux de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Voilà, alors, où on est usage, aujourd'hui, on a passé notre premier million d'euros de chiffre d'affaires, on a 2 centres en fonctionnement de lavage, un à Neuilly-sur-Marne et un à Avignon, et on a eu nos premiers contrats de long terme. Voilà, et on s'est vraiment posé comme le référent sur ce sujet. Et donc, on s'est inscrit une trajectoire de progression à l'horizon 2023, puis 2025, puis 2027, où en fait, au fur et à mesure des obligations qui vont se poser aux acteurs que présentait François tout à l'heure, nous, on va développer, et c'est dans ce cadre-là qu'on émet ces obligations, c'est pour accompagner notre développement et préparer un marché qui est en train de se constituer de réemploi des emballages, sur lequel l'usage, comme je le dis, est le référent. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de se positionner aussi. Donc, il y a un marché de plusieurs milliards d'emballages à laver à l'horizon 2027. Alors, un de nos gros axes de travail depuis la création de la société, on est un métier industriel. Donc, notre sujet, c'est l'excellence opérationnelle. Et donc, on a fait plus d'1 million d'euros de R&D, beaucoup aidé par l'ADEME, depuis maintenant 3 ans, pour faciliter le passage au réemploi du consommateur, pour que le circuit soit le plus simple possible, pour nous bien maîtriser l'ensemble des éléments du fonctionnement industriel de nos centres, le tri, le lavage, l'inspection. Et le premier de ces critères-là, c'est la qualité. On est dans l'alimentaire, les questions d'hygiène, de règles sanitaires sont un impératif. Et puis aussi, on a beaucoup investi pour minimiser l'impact environnemental et économique du réemploi. Voilà, on a fait beaucoup aussi de R&D en expérimentant avec nos clients. L'objectif d'usage, pour faire la trajectoire que j'ai définie avant, c'est pas simplement d'avoir 200, parce qu'il y a une limite au réemploi, on va pas trimballer les emballages à travers des très très grandes distances. Et donc, il faut mailler le territoire. Donc, on a ouvert un premier centre fin 2020, inauguré par Bernard Pompili le 15 février 2021. Là où nous sommes aujourd'hui avec François à Neuilly-sur-Marne, dans le 93. On en a ouvert un deuxième à Avignon en début d'année. Et puis, on a donc prévu de mailler près des grandes métropoles françaises de manière à couvrir l'ensemble de la population. Voilà, alors on a aussi beaucoup travaillé depuis 2 ans à constituer une équipe qui est aujourd'hui solide, donc réunie autour des 3 associés fondateurs, donc François et moi-même, et aussi Gonzague qui gère la partie R&D. On s'est adjoint une responsable RH depuis quelques mois et on a constitué une équipe principalement sur la partie R&D, opération et marketing et commercial pour maintenant creuser l'ensemble de nos activités, constituer notre règle sur la partie industrielle et puis commencer le changement vers l'économie circulaire avec nos clients. Alors, juste un petit mot de chiffres, il y a beaucoup de chiffres dans ce tableau, mais il y a une synthèse mieux faite par l'ITA que ce tableau-là, qui montre on est devant plusieurs années d'investissement important, parce que nous, à chaque fois qu'on ouvre un centre, il y a à la fois l'investissement d'ouverture du centre, plus la phase de ramp-up, mais c'est des industries de frais fixes et de main-d'œuvre, et donc une fois qu'on arrive à opérer et à accumuler des volumes, on arrive à de la rentabilité, on commence à voir nos premiers centres qui s'approchent de la rentabilité. Voilà, donc juste pour conclure, on a fait une levée de fonds au début de 2022, c'est comme ça qu'on avait rencontré l'ITA auprès d'Investir et Plus, de la Banque des Territoires et de France Active, et puis d'un groupement qui s'appelle les Amis d'usage, donc des business partners, des business angels et des gens qui ont travaillé avec l'usage et des salariés. Voilà, l'objectif de notre levée, on est en plein dedans, c'est de structurer l'entreprise, donc on a désormais un comité stratégique, un reporting en place, poursuivre nos efforts de R&D comme je vous les ai présentés, et puis maintenant développer nos équipes commerciales et industrielles de manière à préparer ce déploiement sur l'ensemble du territoire. Voilà, il fallait tenir en 10 minutes, moins de 10 minutes, vous avez dit, vous aviez ce que nous avons réussi à faire, et on est exactement ouvert à vos Super. questions.
Nickel, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a déjà 2 questions, pour les personnes qui n'ont pas encore posé de questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et du coup, avant de les traiter, avant de les aborder, donc, je vais vous rappeler les 4 raisons pour investir qui ont été identifiées par, les analystes qui ont analysé l'ITA. Alors, première raison, c'est, le fort potentiel de marché et d'impact pour le secteur du réemploi, qui est porté par un contexte réglementaire qui est favorable avec, et il y a notamment aussi des tensions sur l'approvisionnement en matières premières et il y a aussi des attentes sociétales. Donc, voilà. Ensuite, deuxième raison pour investir, c'est que Usage est l'acteur référent du réemploi de contenants alimentaires. La startup a multiplié les expérimentations depuis plus de 3 ans avec une diversité d'acteurs et elle joue aujourd'hui d'une forte notoriété pardon, dans le secteur. On l'avait vu tout à l'heure, mais Usage est par ailleurs soutenu par l'ADEME et Citeo. Troisième raison pour investir, c'est des contrats à long terme et des prestations récurrentes en cours de mise en place à la suite de nombreuses expérimentations, ce qui permettra en fait d'asseoir le chiffre d'affaires et le modèle économique. Et dernière raison pour investir, c'est une équipe senior en cours de structuration qui présente une expérience et un savoir-faire stratégique des problématiques de l'emballage. Voilà. Alors, du coup, concernant les questions, je vois qu'on a 2 questions de Célia Cruz. Du coup, la première question, c'était dans quelle ville vous souhaitez vous installer, maintenant que vous avez, après Avignon et Neuilly-sur-Marne, et est-ce que c'est difficile de coordonner une activité entre Avignon et Neuilly-sur-Marne? Alors, il y a 2 questions en une. La prochaine ville, très clairement, nous, on a présenté et maintenant on exécute notre maillage du territoire. Ça peut un peu changer. Très clairement, on va aller là où on a le plus besoin de nous, où le gisement est le plus mature. Donc, on est très actif pour illustrer sur un projet dans le Grand Est, plus précisément à Strasbourg. Pourquoi? Parce que les systèmes de consigne ont perduré en Alsace, comme ils existent en Allemagne et en Belgique. Et en plus, on a beaucoup de demandes en Allemagne. Et donc, on pense que c'est un territoire pour nous particulièrement pertinent. Mais après, on va rester opportuniste. Hein, si parce qu'il y a un restaurant scolaire, parce qu'il y a des franchisés de restauration rapide, parce qu'il y a une forte demande d'un territoire, on sera à même d'adapter notre carte en fait en fonction de la maturité du territoire où on doit se mettre, tout en gardant à l'esprit que notre but c'est vraiment de faire un maillage. Alors, est-ce que c'est difficile de coordonner une activité entre Avignon et Neuilly-sur-Marne? Non, pas trop. Mais c'est quand même beaucoup de questions pour nous. De plus on va grossir, plus il faut qu'effectivement on structure une activité multisite. Super, merci Emmanuel. Alors du coup, Célia Cruz avait une deuxième question qui était le taux de conversion attendu pour les projets pilotes. Quel taux de conversion est attendu pour les projets pilotes pour des prestations récurrentes? Ça dépend effectivement des marchés, parce que comme vous l'avez compris, il y a 3 grands marchés, les marchés de restauration et les marchés d'industrie. Les marchés d'industrie, aujourd'hui, ils sont splittés en 2 parties. On a des acteurs qui vont nous faire laver des bouteilles, des brasseurs par exemple, qui maîtrisent en fait leur gisement sale, donc qui sont capables de nous utiliser pour laver en fait des contenants, alors que les autres acteurs sont des acteurs qui ne maîtrisent pas leur distribution, c'est-à-dire qui passent par plusieurs types de distributeurs. Et pour ce sujet-là, il faut que nous ayons des gisements sales. Donc, il faut qu'on capte ces gisements, qu'on les lave et qu'on vende en fait aux industriels des contenants. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Malgré tout, ils ont besoin de tester, d'expérimenter. Donc, on l'a déjà fait avec Biocop, on l'a déjà fait avec Système U. On devrait le faire cette année avec un acteur très dimensionnant sur un projet qui sera plus de l'expérimentation à quelques magasins, mais là, on parlera de beaucoup plus. Et donc ça, c'est des choses qui vont venir sur le 2e semestre 2022. Et évidemment, dès qu'on passe à des projets pilotes, à partir du moment où on a atteint la taille critique, on est en capacité de pouvoir démultiplier, donc de passer au rythme de croisière. Sur les marchés de la restauration, c'est assez différent, puisque sur la restauration commerciale, la capacité à bouger de petits acteurs est assez rapide. On l'a aujourd'hui avec certains acteurs de la restauration commerciale qui font des tests avec nous, comme c'est le cas par exemple avec Classcoat, qui a testé et qui continue effectivement à nous faire confiance. Et l'idée, c'est de pouvoir justement passer à l'échelle, trouver les modalités techniques et économiques, parfois aussi sur un sujet majeur qui est celui de la logistique, qui nous concerne directement moins, mais qui est un impératif pour faire l'économie circulaire, de pouvoir passer justement de cet aspect expérimentation à du travail récurrent. Et enfin, sur la restauration collective et plus directement la restauration scolaire, là, c'est un big bang. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de passer d'une situation A où je suis en jetable à une situation B où je suis passé au durable. Donc, parfois, ça nécessite des étapes, comme on l'a fait avec un acteur public qui est à Bordeaux et Mérignac, qui aujourd'hui sert 22 000 enfants tous les jours. On a fait pendant le mois de mars et avril un démonstrateur.
Et on leur a permis de toucher 10% en l'occurrence de leurs écoles pour réussir à toucher de près et faire toucher de près l'ensemble en fait des acteurs concernés pour passer au réemploi. Mais par contre, leur projet à eux, c'est 2025. Donc, vous comprenez qu'il faut s'y prendre très longtemps à l'avance pour avoir l'opportunité de pouvoir répondre à des appels d'offres publics, parce que là, on est dans ce domaine-là. Et évidemment, comme l'a dit Emmanuel, c'est notre expertise, le travail en R&D, qui nous permet de prendre de l'avance pour pouvoir prendre ces marchés, parce qu'on a une connaissance fine des attendus techniques pour être dans l'industriel, dans la performance, mais surtout dans la qualité de service, puisque le sujet numéro 1 d'usage, c'est le côté hygiène. Pour compléter la réponse de François, parce que j'ai vu que ça a répondu tout de suite avec une autre question sur la logistique, qui est une question qu'on a souvent. Hein. En fait, la logistique, on est très pragmatique. Oui, ça fait partie de notre offre. Elle est souvent intégrée à notre offre. À Avignon, on a notre propre camion pour aller chercher des bacs à laver et les ramener. À Neuilly-sur-Marne, on sous-traite. Voilà, mais ça fait bien partie de notre objectif d'intégrer la prestation logistique. François n'a pas pu détailler. Et c'est toujours un petit peu différent entre la restauration scolaire, qui peuvent avoir ses propres moyens, à certains endroits pas à d'autres, la restauration commerciale de la même façon, et les industriels alimentaires où là, on va très clairement tout sous-traiter de logistique. Voilà. Donc, il y a sur un peu long la question logistique pour nous pour répondre parce qu'on va beaucoup dépendre selon les segments et l'acteur concerné. Super, merci pour votre retour. Alors, c'est vrai que du coup, ça faisait partie des questions de Winnie Gaspard et de Pierre-Alexandre Duvernois. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez rebondir, n'hésitez pas à l'indiquer et puis on pourra aller approfondir. Et d'ailleurs, Pierre-Alexandre Duvernois posait la question logistique en rebondissant sur une question de Serge qui demandait qui avait une question par rapport à la concurrence, qui demandait quel était aujourd'hui l'écosystème concurrentiel. Est-ce qu'il y a un risque d'intégration autonome de cette activité de réemploi par vos clients, cantine et GSM notamment à moyen terme? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Là aussi, on va dépendre des cibles. Sur la restauration collective scolaire, on estime avec François que dans une majorité des cas, ils vont laver eux-mêmes. Nous, on va laver quand il n'y a pas de place, quand il n'y a pas suffisamment de volume ou qu'il y a trop de volume à traiter et où ils vont externaliser, comme le font les deux contrats à long terme que l'on a avec la ville d'Avignon et Terre de Cuisine à Avignon. En fait, ils avaient décidé l'un et l'autre d'investir dans une laverie et puis on était arrivé, ils ont dit ah oui, non, mais c'est beaucoup plus intelligent de mutualiser notre outil et qu'un tiers le fasse pour nous. Il maîtrisera mieux les aspects industriels, de qualité, de compétitivité et donc nous, on renonce à faire notre propre laverie. C'est la réponse de ces deux acteurs-là qui nous a permis d'ouvrir le centre d'Avignon. À d'autres endroits, ils peuvent effectivement décider qu'ils ont suffisamment de volume. Voilà. Donc, nous, on estime qu'il y a à peu près un tiers du marché des bacs inox de restauration scolaire qui sera externalisé et où l'usage se positionnera. Après, dans la restauration commerciale, donc les McDonald's, etc., là, dans 90% des cas, ils vont s'équiper d'un lave-vaisselle, comme tous les autres restaurants du monde, quand ils vont passer au réemploi des emballages. Nous, on va s'adresser aux 10% qui ont besoin d'une plonge externalisée parce qu'ils n'ont pas de place, parce qu'ils n'ont pas de personnel, parce que les volumes sont trop fluctuants. J'utilise souvent cet exemple du Stade de France, le McDo qui est devant le Stade de France. Le jour du match, il fait 100 fois ses volumes du samedi précédent. Et donc, il ne va pas dimensionner sa plonge juste pour les 30 ou 40 jours par an où il a tout d'un coup une masse très importante à servir. Donc, voilà, et les industriels de l'agroalimentaire, ça existe. Quand vous achetez une bouteille de Coca-Cola ou de San Pellegrino dans un café, hôtel, restaurant, c'est une bouteille en verre réemployable qui est lavée et re-remplie par son industriel. Et là, Usage va répondre à ceux qui, parce qu'ils n'ont pas les volumes, comme c'est le cas par exemple avec la brasserie Gallia à Paris, qui doit appartenir au groupe Heineken, ils n'ont pas de laveuse dans la brasserie, ils veulent démarrer le réemploi, ils vont faire confiance à Usage. Pour ça, ils font déjà confiance à l'usage pour le faire, pour pas avoir à se taper les capex, donc les investissements, et d'autre part parce que c'est là le gros challenge pour nous, c'est d'être plus efficace que ce qu'ils feraient en interne. Et pour finir sur ce point, je pense que la meilleure comparaison pour que les investisseurs comprennent bien notre business model, tout le monde a en tête Elis, vous savez, pour les vêtements de travail, pour les hôtels, les draps d'hôtel. C'est une prestation qu'on n'externalise pas toujours. On peut aller à son pressing du coin ou on peut se décider d'avoir sa propre lavie quand on a un très gros hôtel. Mais la réalité, c'est qu'Elis a réussi à industrialiser suffisamment la qualité de son service et l'industrialisation de ses process pour qu'en fait, plus personne n'ait envie de le faire. Et l'histoire d'usage, c'est la même. Sauf que nous, c'est avec des contenants. Super. Merci pour les précisions. Alors, pour la prochaine question, on va un peu innover. On va inviter quelqu'un à monter sur scène. Du coup, Christian, j'ai vu que vous avez une question très intéressante
Vous venez de recevoir une invitation normalement, donc vous avez juste à cliquer dessus pour accepter. Alors normalement, je pense qu'il arrive. Et autrement, du coup, pendant la présentation, vous avez parlé du dossier d'investissement. En tout cas, vous y avez fait mention par rapport aux éléments financiers. Et effectivement, en fait, du coup, nous, l'ITA, suite à l'analyse qu'on a effectuée de usage, on a synthétisé cette analyse qui va reprendre les éléments clés de usage, donc modèle économique, équipe, stratégie, éléments financiers, impact. Et tous ces éléments, en fait, se trouvent dans le dossier d'investissement que vous pouvez télécharger depuis la fiche projet usage, dossier d'investissement qui a été partagé la semaine dernière. Donc, je vais peut-être me permettre de répondre à la question qui était posée par Christian, effectivement, sur le client Denipic. Oui, on peut y aller, oui. Denipic, c'est l'activité, en fait, fast casual de la chef étoilée Anne-Sophie Pic, qui aujourd'hui dispose, en fait, de points de restauration à Valence, effectivement, son lieu d'origine, mais aussi en région parisienne. Et donc, usage maintenant, depuis plus d'un an, et dans un dispositif avec Denipic de passage au réemploi. Ils utilisaient déjà, en fait, des contenants en verre, mais ces contenants étaient mis en fait au recyclage et donc l'objectif ça a été d'arrêter la linéarité pour passer à la circularité. Et donc effectivement nous notre dispositif vise à faire en sorte de récupérer ces contenants, les laver et les renvoyer à Valence là où ils sont remplis. Et donc en fonction en fait des choix qu'on fait au niveau industriel, qui était une des toutes premières questions, parfois on peut décider de laver des choses à Neuilly-sur-Marne, d'autres effectivement sur Avignon. Et là, ça dépend aussi de l'attendu du client. Donc, pour répondre à la question extrêmement précise qui était ceux qui sortent et qui sont consommés à Valence, à date, ils ne sont pas encore renvoyés effectivement chez usage, tout simplement parce qu'il n'y a pas le dimensionnement prévu. Et donc, c'est pas le choix du client pour l'instant de faire ça. On verra. Ils ont aussi des problématiques qui sont liées tout simplement à du stockage. Voilà. Mais on est déjà bien effectivement dans cette économie circulaire avec ce client. Très clair, merci. Alors, je crois que sur la partie concurrence, Pierre-Alexandre souhaite potentiellement rebondir, donc je vous envoie une invitation, Pierre-Alexandre. Et en attendant que vous arriviez, on peut aborder d'autres questions. Alors. Je crois qu'il y avait des questions sur l'approche technique en fait du lavage. Donc, oui, exactement, en fait, sur le. Aujourd'hui, on est dans un métier et dans une technicité du lavage qui correspond à des outils qui existent sur le marché. Donc, on a fait l'acquisition de ces machines, même si on a choisi évidemment tous les éléments d'option d'un certain nombre d'entre elles. Et nos sujets à nous dans l'industrialisation sont plutôt concentrés en matière de R&D en amont et en aval. Et on l'a pas dit tout à l'heure parce qu'on a économisé notre temps, mais on utilise deux types de machines. Des machines à aspersion, donc ça veut dire qu'on jette de l'eau dessus avec les produits lessiviels, un peu comme ce qui se passe dans votre lave-vaisselle. Nous, le nôtre, il est un petit peu plus grand parce qu'en fonction de Avignon ou Neuilly-sur-Marne, il fait entre 9 et 12 mètres de long, donc c'est un petit peu différent. Et puis, on a une autre machine qui, elle, est pour les contenants fermés, c'est-à-dire les bouteilles, où là, on fait de l'immersion. Donc, on est sur une autre technologie. Et donc, pour donner un exemple sur l'aspect, effectivement, R&D, le choix qu'a fait usage il y a 18 mois maintenant, c'est d'apporter une solution technique aux acteurs de la bouteille pour qu'ils n'aient pas à changer leurs étiquettes pour qu'elles soient faciles à enlever au lavage. On a fait développer une machine qui sera installée dans 15 jours dans nos locaux à Neuilly-sur-Marne, qui permet de supprimer 98% des étiquettes du marché qui sont présentes sur une bouteille. Ce qui veut dire que l'acteur industriel qui se décide à passer une partie en fait de ses productions en réemploi n'a pas besoin de changer son étiquette. Et comme on dit, c'est une vraie barrière à l'entrée puisqu'aujourd'hui personne ne sait le faire. Certains acteurs savent enlever 2, 3 étiquettes parce qu'ils les voient passer tout le temps. Nous, on a choisi de complètement casser cette logique et donc de développer du temps de travail et donc par conséquent de la R&D et sur lesquels évidemment on met des brevets derrière pour y arriver. Et on a le même genre d'approche plutôt sur l'amont, en l'occurrence des contenants, sur l'autre machine qui est celle que j'évoquais sur l'aspersion, c'est-à-dire d'être en capacité notamment d'enlever des matières récalcitrantes de façon industrielle, là encore une fois. Je vais compléter ce que dit François, parce qu'il y a une question sur notre consommation d'eau. Il y a toujours beaucoup de mythes sur le fait que quand on va laver, on va consommer beaucoup d'eau. Il faut savoir qu'avec une étude qu'on a fait avec l'ADEME ICITEO sur une bouteille de jus d'orange d'1 litre, on s'est aperçu qu'on consomme 7 fois moins d'eau pour laver la bouteille qu'on a consommé pour en fabriquer une. Hein, nous, on consomme 20 centilitres d'eau pour laver une bouteille d'1 litre. Il en faut 1,5 litre pour la fabriquer. Pourquoi ? Parce que quand on fabrique une bouteille en verre, il faut extraire des matières premières ou recycler le verre recyclé.
que ça, c'est consommateur d'eau dans le process, l'extraction des hydrocarbures et du gaz est consommateur d'eau. Et en fait, quand on fait le total, le jetable est très consommateur d'eau et beaucoup plus que le réemploi. Alors, nous, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on a dit dans notre R&D, sur l'impact environnemental, notamment pour minimiser le CO2. Et donc, pour laver, il faut de l'eau chaude. Aujourd'hui, le principal moyen de faire de l'eau chaude, c'est du gaz. Donc, c'est très émetteur de gaz à effet de serre. Et nous, on utilise une électricité verte. Donc, on a mis au point des chaudières électriques qui nous permettent d'avoir un bilan environnemental extrêmement faible du lavage. Très clair, merci beaucoup. On utilise aussi très peu de produits lessiviers. 7 fois moins que dans votre lave-vaisselle pour le même résultat. Merci pour les précisions. Bonjour Pierre-Alexis, je crois que vous aviez des questions. Bonjour à tous. Vous aviez des questions par rapport à l'aspect JMS et par rapport aux entreprises agroalimentaires, c'est ça? Oui, merci pour ce live meeting. Merci à François et Emmanuel. Ma question, effectivement, sur l'environnement concurrentiel, spécifiquement sur le canal entreprise. Vous disiez que vous comptiez faire beaucoup de sous-traitance sur les aspects logistiques sur ce canal-là. Et du coup, comment vous pensez que vous positionnez, notamment d'un point de vue tarifaire, par rapport à des acteurs qui ont une offre vraiment intégrée? Je pense par exemple à cet acteur américain dont le nom commence par un L et pratique un peu. Avec lequel on travaille, donc c'est un élément important à comprendre. C'est un acteur très intéressant parce qu'il a positionné les choses. Clairement, parce que en fait, on est le laveur de loupe. Oui, et il y a une partie des contenants qui sont aussi envoyés dans d'autres pays. Alors, peut-être on est sur une situation, en fait, on va dire un peu transitoire. Ce que je voulais préciser, c'est que l'avantage de Loop, c'est que c'est un très bon acteur de l'évangélisation en fait, du réemploi. Et donc, dans l'univers effectivement de la GMS, avec différentes natures de marques qui ont choisi de s'associer à ce dispositif. Il y a déjà maintenant plusieurs années, un peu en France et beaucoup à l'étranger, puisque c'est un acteur américain qui s'appelle TerraCycle qui a lancé effectivement ce dispositif en associant un certain nombre de marques. Et donc, c'est vrai qu'il faut avoir en tête un élément qui est majeur. Pour réussir à minimiser l'impact, il faut que chaque brique en fait, de l'économie circulaire soit la plus fine possible. Pour revenir sur cet aspect de la distribution, donc les Auchan, Carrefour et autres, ils ont des produits qui leur reviennent par l'intermédiaire des consommateurs. On l'a déjà éprouvé dans les 2 thèmes que j'ai évoqués. Mais pour pouvoir diminuer en fait l'impact, il faut qu'on utilise ce qu'on appelle la reverse logistique, c'est-à-dire la logistique qui existe au plus proche du terrain, c'est-à-dire dans les magasins. Aujourd'hui, un distributeur, pour avoir des produits en magasin, il passe par une plateforme qui est une plateforme régionale et qui elle-même peut être une plateforme encore plus importante pour certains types de produits ou alors des industriels qui livrent directement les plateformes. Pour nous, c'est la même chose. Il faut être dans ce dispositif-là. Il n'est pas envisageable à terme que Usage aille directement auprès d'un magasin collecter effectivement des contenants parce que l'impact serait trop important tant en termes d'impact environnemental qu'en termes de coût. Donc, tout l'enjeu, c'est un triptyque entre un distributeur et des industriels plus Usage qui participent à une économie circulaire. Donc évidemment, pour réussir à faire marcher tout ça, ça nécessite que chacun d'entre eux ils comprennent leurs bénéfices. Et donc, nous, on est dans ce dispositif-là où aller récupérer du gisement sale par l'intermédiaire du distributeur nous permet d'avoir accès à ces contenants, de les laver et donc de leur redonner une nouvelle valeur qui vont être comparés à un contenant neuf, puisque nous, ce sera bien un contenant en réemploi, donc il aura fait un ou plusieurs tours. Et à ce moment-là, nous le vendons en fait à l'industriel qui en a besoin pour mettre des matières alimentaires dedans. Ok, merci pour votre réponse. Vous rentrez dans l'économie circulaire. Merci à vous Pierre-Alexis. Alors, pour les questions suivantes, on avait des questions sur l'aspect humain, notamment une question de Émilie. Alors, Émilie en fait demande s'il y a de la place pour des postes d'insertion au sein des équipes opérationnelles au niveau du lavage. Est-ce qu'il y a des enjeux d'impact social à ce sujet? Absolument, donc c'est ce qui nous vaut notre agrément ESUS qu'on a obtenu en juin 2021. C'est le fait qu'on propose qu'un certain nombre de postes dans nos opérations, ici en Seine-Saint-Denis, dans le 93, mais aussi à Lyon, soient offerts à l'insertion professionnelle. Alors, on n'est pas nous-mêmes ce qu'on appelle une SIAE, c'est-à-dire une structure d'insertion,
Et on n'a pas nécessairement vocation à l'être. Donc, on utilise des partenariats. Donc, notre partenaire en Ile-de-France, c'est la société Ares, qui en fait, ici, aujourd'hui, une équipe de 4 personnes avec un encadrant spécialisé qui travaille sur nos lignes, un peu comme, j'exagère un petit peu, mais un peu comme une agence d'intérim, directement sur place chez nous, sur un contrat qui est sur la durée. Donc, Chouette, qui est le chef d'équipe, est là depuis maintenant 6 mois. Par contre, ces opérateurs en insertion à l'intérieur de son équipe peuvent tourner. On a à peu près le même dispositif à Avignon. Et notre objectif, c'est que 50% de nos opérateurs soient soit en cours de parcours d'insertion, donc avec une société comme Ares, soit issus du parcours d'insertion professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'Ares, nous allons depuis longtemps alerter en fait qu'ils ont une difficulté, c'est d'arriver à placer en CDI les gens qui ont fait un parcours d'insertion. Et en fait, leur grosse difficulté aujourd'hui, elle est là. Et en fait, ils comptent sur des industriels comme nous. En fait, dans la période de parcours d'insertion avec Ares, ils sont bien encadrés. Et après, nous, ils se testent pour savoir si le job chez Usage leur plaît. Et nous, on peut les tester. Et derrière, avec l'objectif de déboucher sur un CDI pour ces gens qui ont été dans un parcours d'insertion. Voilà. Très clair, merci. Voilà, on reste d'abord une entreprise de l'impact environnemental, mais on a bien une dimension sociale qui a vocation à grossir. Super, très intéressant. Et du coup, pour rester dans cet aspect-là, il y a une autre question qui demande si, pour le développement de l'équipe commerciale, vous avez des recrutements prévus à Paris. Alors, pour ce qui est de la région parisienne, non, puisque vous l'avez vu tout à l'heure sur l'organigramme, on a une structure en fait qui est organisée autour de 3 pôles. Un pôle restauration collective, restauration commerciale et un pôle industrie et distribution. Par contre, aujourd'hui, on a bien effectivement des postes qui sont ouverts dans le domaine commercial par rapport aux ouvertures futures qu'on a prévues effectivement chez Usage. Donc, en ce moment, sur notre site internet, sur notre LinkedIn et aussi sur Welcome to the Jungle, il y a des offres effectivement d'emploi chez Usage autour de 3 territoires, les Hauts-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis également la partie ouest de la France, puisque comme vous l'avez vu sur la carte qu'a présentée Emmanuel tout à l'heure, eh bien, c'est des régions dans lesquelles on envisage effectivement de s'implanter. Et donc, on a fait un choix de projeter en fait des équipes commerciales en amont de notre implantation et de nos opérations. L'idée étant assez logique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il faut qu'on ait du flux pour commencer nos activités. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de l'anticiper suffisamment, puisque vous l'avez compris au fur et à mesure de la présentation, on peut avoir des acteurs qui peuvent être assez lents pour différents types de raisons, et donc sur une nécessité de décision qui peuvent prendre plusieurs mois. Et donc, si demain, j'ai le bonheur de pouvoir faire signer effectivement à un acteur un contrat en septembre, eh bien, peut-être qu'il a besoin simplement qu'on opère pour lui en juin de l'année prochaine. Donc, ce qui nous laisse le temps, effectivement, d'installer notre centre si on a bien agrégé 1, 2, 3, 4 demandes qui permettent de se dire, on a le minimum vital, effectivement, pour lancer notre centre et nous, on y va. Très clair, merci. Alors, d'ailleurs, par rapport à ces sujets d'implantation, on a une question de Brice. Alors, j'ai invité Brice, mais je ne suis pas sûr qu'il arrive, donc je vais la poser directement. Du coup, Brice demande comment vous positionnez sur les territoires par rapport aux autres projets de réemploi de contenants en verre en cours ou en place partout en France. Alors, effectivement, c'est super. Il y a beaucoup d'initiatives autour de ces questions de réemploi en France, mais un peu partout en Europe d'ailleurs. Sur soit des. Alors, la question, là encore, on va segmenter un petit peu, parce que nous, notre modèle, c'est vraiment d'avoir des centres qui mutualisent sur plusieurs emballages. En restauration collective, on a assez de sujets, mais c'est principalement un sujet pour la restauration commerciale et pour l'industrie alimentaire. Et là, nous, comment on s'est positionné déjà vis-à-vis d'acteurs, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler, et là je parle d'informations uniquement qui sont publiques, il y en a d'autres qui ne sont pas publiques, c'est Pixo qui travaille dans la restauration commerciale, et puis on évoquait Loop chez Carrefour, où là, nous, on se positionne comme le laveur, comme l'infrastructure. Usage n'a pas vocation à gérer tous les systèmes de réemploi possibles et imaginables en France. Nous, on peut tout simplement être l'infrastructure de lavage de systèmes de réemploi que d'autres que nous gérons. Par contre, on est très convaincus que ces infrastructures de réemploi, il faut qu'elles soient très industrielles, qu'il y ait une parfaite maîtrise de la qualité, parce que ce qui tuera le réemploi, c'est des questions autour de l'hygiène. Donc là, nous, on est très vigilants. Nos partenaires doivent partager, outre nos valeurs de SS, doivent partager notre attention à un réemploi qualitatif et qui garantisse absolument la sécurité des consommateurs.
mais nos infrastructures sont ouvertes à tous et on a des contacts dans toutes les régions très bons pour aujourd'hui se positionner comme infrastructure l'ossature qui va permettre le développement du réemploi et de plein d'autres initiatives de réemploi que celle qu'apporte usage. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir en fait, des gens en amont de notre propre situation qui préparent des éléments, qui collectent, qui organisent des choses avec des tiers X ou Y, et que nous, on peut être tout à fait simple laveur. C'est notre métier. C'est d'abord effectivement ça la vocation d'usage, de faire du réemploi. Mais comme vous l'avez compris, le passage à l'échelle de l'économie linéaire à circulaire, elle nécessite des accompagnements. Donc très souvent, effectivement, on va accompagner. Et dans ces accompagnements, il peut y avoir des briques de services qui peuvent aussi être apportées par des partenaires. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est extrêmement ouvert aussi. Super, merci pour les réponses. Alors là, on a une question qui est un peu particulière de Marina, qui demande si une levée de fonds citoyenne en action est envisagée dans le développement à venir de l'entreprise, sachant que du coup, pour rappel, la levée de fonds en cours sur l'État est une levée de fonds en obligation. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Il y a aussi un peu des éléments qui sont réservés aux discussions de notre comité stratégique, hein, de quand pourra avoir lieu la prochaine levée, qui participera, quelles seront les modalités. Nous, vous l'avez bien compris, hein, c'est aussi un petit peu un test de fonctionnement avec l'ITA. On est assez convaincus avec l'équipe de l'ITA qui a été super pour nous accompagner depuis déjà, qui s'intéresse à notre dossier depuis presque un an maintenant. Voilà, rien n'est exclu, mais rien n'est écrit non plus encore sur ce sujet-là. Je sais pas totalement répondre. Il n'est pas aussi impossible, on en avait discuté avec Maxime, hein, qui nous suit chez l'ITA, que par exemple un centre en Alsace, on fasse appel, mais plus à une collecte très régionale pour contribuer au financement de ce site-là. Après, est-ce que ce serait sous forme d'obligation convertible en action, d'action c'est un petit peu trop pour répondre précisément à ces questions-là. Mais en tous les cas, c'est dans le radar des possibilités. Très clair, merci beaucoup. Alors, ça peut être l'occasion de rappeler les conditions de l'investissement. Donc, comme je l'ai dit, c'est un investissement en obligation et c'est une obligation rémunérée avec un taux de 5% par an sur une durée de 5 ans avec un différé de remboursement de 2 ans. Et d'ailleurs, par rapport à la campagne, en fait, là aujourd'hui, la campagne est au statut de pré-collecte, donc vous ne pouvez pas encore investir, mais certains d'entre vous vont déposer une intention d'investissement et vous allez pouvoir concrétiser cette intention d'investissement dès aujourd'hui, puisqu'en fait, le passage en collecte est prévu dans la journée. Voilà, donc à cet effet, vous allez recevoir un email pour vous annoncer l'ouverture de la campagne et vous pourrez investir. Sachant qu'aujourd'hui, on a collecté plus de 330 000 euros d'intention d'investissement sur un objectif à 300 000 euros et sur une capacité maximum de collecte à 500 000 euros. Alors, parenthèse refermée, et du coup, on va pouvoir aborder les dernières questions. Alors, on a une question de Jean-François Desplats qui demande sur quelle particularité porte l'enveloppe solo et répartition du capital après la levée. Alors, je suis pas sûr de comprendre la question, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, oui, on a développé une enveloppe solo sur bon, par définition, l'enveloppe solo, c'est secret, mais c'est sur les systèmes de collecte et de facilité dans la restauration rapide. C'est des systèmes de meubles qui permettent de récupérer les emballages réemployables de façon très optimisée. Pourquoi ça me permet d'illustrer un tout petit peu concrètement. Vous êtes dans la restauration rapide. Notre but, c'est de substituer la poubelle totalement. Et donc, que la poubelle soit remplacée par une poubelle à biodéchets, s'il y a encore des restes, et puis ensuite, un endroit où vous allez récupérer, on va pouvoir récupérer les contenants qu'ensuite on va laver. Voilà. Alors ensuite, il y a une deuxième question sur la répartition du capital après la levée. Alors, nos investisseurs ne souhaitent pas qu'on communique précisément cette information. Donc, voilà, il y a des informations qu'on a pu communiquer dans la brochure, mais pas d'informations supplémentaires. J'en suis désolé, c'est pas moi qui ai fixé ça. En partie. Merci beaucoup pour les réponses. Et je crois qu'il ne nous reste plus qu'une dernière question de Vinny Gaspard qui demande quelle est la durée d'un contrat de prestation récurrente et comment sont fixés les tarifs. Alors, sur la fixation des tarifs, vous l'avez compris qu'en fonction de la nature de l'activité qu'on met en œuvre, soit elle peut être one shot. Je parlais de brasseurs qui peuvent avoir besoin de laver 20 000 bouteilles, mais ils ne savent pas très bien si ça va être 2, 3, 4 fois dans l'année. Et donc là, on est sur du one shot. Donc là, c'est lié évidemment à la volumétrie qui est associée à la taille du batch de production, c'est-à-dire la volumétrie de production, le temps de mise en place. Et donc là, on parle en fait
d'éléments qui sont sur le lavage en fait d'un contenant, donc ses caractéristiques techniques et aussi les modalités organisationnelles en amont et en aval pour préparer ce qui va retourner vers celui qui va remplir. Et après, sur la durée en fait des contrats, il y a un secteur qui est très précis, qui est celui des appels d'offres publics. Donc là, globalement, c'est pas nous qui décidons quelle est la durée, mais globalement, elle est entre 3 et 4 ans. Pour l'instant, il y a un seul acteur, collectivité publique, qui l'a fait, c'est la ville d'Avignon en juillet dernier, et donc a lancé effectivement cet aspect-là. Et donc, c'est eux qui définissent en fait le temps du contrat. Et puis après, avec les privés, on a gagné. Voilà. Puis après, avec les privés, c'est complètement libre, à nous de définir. Et il se trouve qu'avec Terre de Cuisine, on a fait un contrat sur plusieurs années pour pouvoir les accompagner effectivement dans la durée sur le lavage de leur bac inox, sachant que eux, ils ont plusieurs sites sur l'ensemble du sud de la France. Et donc aujourd'hui, on lave leur site principal qui se trouve à Rognona, aux alentours d'Avignon. Mais il y a encore d'autres sites qui ne sont pas encore passés au réemploi. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de les accompagner pour être en capacité de pouvoir le faire sur leurs autres sites où ils servent différentes collectivités publiques locales qui, pour l'instant, sont encore malheureusement dans des utilisations d'usage unique et qui, demain, veulent passer effectivement durable. Très clair, merci beaucoup. Alors, on a fait le tour des questions. Si jamais un d'entre vous a une dernière question, n'hésitez pas à vous manifester rapidement sur le chat ou dans l'onglet questions. Par ailleurs, j'ai vu sur le chat qu'il y avait une question par rapport à l'enregistrement de cet échange. Et effectivement, oui, il est bien enregistré et il sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube pour toutes les personnes en fait qui ont déposé une intention d'investissement ou qui ont fait une demande de dossier pour la levée de fonds usage. On va vous envoyer aussi un email avec le lien pour y accéder. Donc, si jamais vous êtes arrivé en cours de route ou que vous avez dû vous absenter en cours de route, pas de souci, vous allez pouvoir en fait avoir accès à l'ensemble de l'échange. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une dernière question. Donc, il y a des gens qui réfléchissent. Il y a un point qu'on n'a pas forcément beaucoup évoqué, qui est celui de l'impact direct. On a parlé de comment s'y dimensionner, comment on met en œuvre effectivement cet impact, comment on le minimise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans la communication avec nos propres clients pour leur partager, dans le cadre d'une fiche d'impact en fait mensuelle, les éléments principaux sur l'économie au global qui se met en place entre le jetable et le durable. Et donc, la capacité effectivement à bien voir comment les choses se mettent en place en matière de CO2, en matière évidemment d'impact d'eau et de produits lessiviels, pour apporter en fait des informations et puis, comme on l'a évoqué aussi sur l'aspect de l'insertion, puisque, comme vous l'avez compris, notre objectif est de faire des intégrations au fur et à mesure du temps pour avoir des équipes effectivement qui sont issues de l'insertion. Il y a une question aussi sur la propriété intellectuelle, sur nos machines. Alors, comme l'a dit François, on utilise des équipements en fait qu'on adapte. Mais là, comme l'a évoqué François avec la crotteuse d'étiquette, par exemple, qui a fait l'objet d'un article de presse, on va probablement certainement donc, on commence l'entreprise à 3 ans, ça fait à peu près 2 ans qu'on fait vraiment les R&D de façon active. On commence à avoir percé un certain nombre d'éléments importants de cette économie circulaire qui vont nous amener à déposer des brevets au cours de cette année. Et après, sur le lavage, effectivement, on lave tout type de contenant, c'est-à-dire qu'on lave aussi bien une toute petite verrine, qui peut être en verre, en inox ou en plastique, que des contenants de très grande taille, très simples à laver, on va dire en termes de forme, que sont les bacs en inox, mais aussi des choses beaucoup plus complexes, sur lesquelles on fait aussi un travail de R&D, qui sont des trémies pour le vrac, où là, il peut y avoir beaucoup de recoins. Donc, comme notre sujet numéro 1, c'est l'hygiène, vous imaginez bien qu'il faut qu'on maîtrise ça complètement pour pouvoir effectivement le développer à très grande échelle. Donc, c'est des choses très différentes, en fait, qu'on est susceptible de laver. Et oui, il y a des caractéristiques qui sont à prendre en compte, qui sont liées au type de produits lessiviels qu'on utilise, aux températures qui sont mises en œuvre pour respecter en fait les normes qui sont liées au temps de contact en fait avec les produits lessiviels. Et puis un élément qui peut être déterminant pour certaines matières, qui est le séchage, donc la partie rinçage d'abord chez nous, pour être sûr qu'à la fin en fait le contenant qui a été lavé et qui est propre soit dépourvu en fait de résidus d'eau, parce que sinon c'est un risque sanitaire potentiel. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus et donc quand on met en œuvre en fait nos lavages, c'est pas standard, c'est une adaptation par rapport à la catégorisation en fait des matières et aux éléments qui ont été aussi introduits à l'intérieur de ces contenants.
parce que laver une boisson, laver un contenant qui a contenu une boisson ou qui a contenu de la protéine, c'est pas la même chose. Super, merci. Alors, plus facile de laver un verre d'eau que de laver un plat de lasagne. Voilà, c'est pareil chez nous. merci beaucoup. Du coup, on a reçu 2 dernières questions. Alors, la première question de Pierre-Alexis qui demande, qui dit: «Laver des bouteilles en verre, donc le plus gros de vos volumes, sûrement, versus laver d'autres formes de contenants. Est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques, techniques ou économiques dans le second cas de figure?» Voilà, c'est ce à quoi vient de répondre François. Effectivement, il peut y avoir des choses très différentes. Ce qu'on peut partager, c'est que nous, aujourd'hui, on tient compte de tous ces paramètres. Et puis, il y a un paramètre assez simple aussi à comprendre, c'est l'espace. Et donc, si je reprends la réalité de votre lave-vaisselle, en fonction de ce que vous mettez en œuvre, vous pouvez mettre certains volumes. Si c'est un tout petit verre à liqueur ou si c'est une grosse boc pour avoir 500 millilitres, vous ne pouvez pas mettre le même volume à l'intérieur. C'est pareil pour nous. C'est-à-dire que nous, on a un tapis et sur ce tapis, on met un peu, beaucoup ou très beaucoup en fonction de la taille des contenants. Et donc, ça va affecter directement notre capacité productive et donc, évidemment, le tarif qui peut y être associé. Super, merci. Alors, dernière question qui est peut-être plutôt adressée à Alita, donc une question de Brice qui demande si on peut préciser la notion de différé de remboursement de 2 ans et pourquoi ce différé de remboursement. Alors, donc effectivement, en fait, on est sur une obligation sur une durée de 5 ans avec un différé de remboursement de 2 ans, ce qui veut dire qu'en fait, les 2 premières années, vous allez uniquement percevoir des intérêts, mais vous n'allez pas être remboursé du capital investi, puisque du coup, le capital intervient après les 2 ans, c'est-à-dire à partir de la 3e année. Donc année 3, 4 et 5 pour du coup un tiers du capital pour chacune de ces 3 années. Alors, pourquoi on met en place ce différé de remboursement? C'est tout simplement en fait des négociations qui sont faites avec Usage par rapport à leurs besoins, par rapport à leur trésorerie et par rapport à leur plan d'investissement. Donc ce qui a été convenu avec Usage et les équipes Lita, c'était que c'était ce schéma de remboursement qui était le plus favorable aujourd'hui. Ouais, et puis pour Voilà. compléter Xavier, et puis pour remercier tout le monde de son intérêt chez Usage, c'est vrai que voilà, on est une entreprise jeune, c'est une activité industrielle, et donc les activités industrielles, ça nécessite à la fois des investissements, des capex de démarrage, ensuite ça a des phases d'amorçage, de ramp-up pendant quelques mois, on essaie, ou quelques trimestres en tout cas, on tourne pas à plein. Voilà, donc c'est pour ça que ce type d'obligation avec un différé de paiement nous laisse le temps de passer à la fois la phase d'investissement et la phase de ramp-up industrielle. C'est vraiment un produit très bien adapté à une jeune entreprise industrielle comme nous. Merci pour les précisions. Super. Alors, du coup, on a fait le tour des questions. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci Emmanuel, merci François d'avoir répondu présent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la collecte devrait ouvrir dans l'après-midi. On va vous envoyer un email à cet effet. Donc voilà, n'hésitez pas à veiller pour pouvoir vite investir, puisque du coup, on a un montant d'intention qui est plutôt significatif par rapport à nos objectifs. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour conclure? Ouais, merci beaucoup. C'est une étape importante pour nous, la levée de fonds, cette obligation. Et j'ai juste un dernier mot, c'est l'actualité de ces derniers mois avec une augmentation très forte des prix de l'énergie, de l'inflation, toutes ces questions autour de la guerre en Ukraine et de la souveraineté industrielle. Finalement, le réemploi, on est au cœur de ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des emballages. Il y a beaucoup de ruptures de stock. Il y avait un truc sur France 2, les viticulteurs ne trouvent plus de bouteilles. Et le réemploi est une réponse à tout ça. C'est d'abord une réponse à la crise environnementale, puisqu'on réduit beaucoup le CO2, la consommation d'eau, on protège notre biodiversité avec le réemploi des emballages. Et aujourd'hui, c'est même une nécessité économique de mieux maîtriser en fait des produits qui sont indispensables dans notre quotidien et qu'on va du coup pouvoir laver et donc totalement maîtriser de bout en bout avec l'économie circulaire. Donc, on est hyper convaincu du réemploi et plus les mois, les années avancent, plus on est convaincu que c'est une solution d'avenir. Merci beaucoup à tous. Merci pour la qualité en fait de vos questions aussi. C'est toujours très intéressant parce que évidemment, ça permet d'aller de façon plus approfondie effectivement pour expliquer l'approche d'usage. Et puis, comme l'a dit Emmanuel, voilà, nous, notre sujet avant tout, c'est l'impact. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir entraîner aussi des gens qui sont convaincus de la pertinence du réemploi. Super. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci.